avec non pas 3, mais 4 experts aujourd'hui autour de la table. Honneur aux dames, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Antonin. Bonjour Céline, économiste à l'OFCE, Léonidas Kalogeropoulos, PDG fondateur de Médiation Argument et d'Entrepreneurs pour la République. À vos côtés, bonjour Léonidas. Philippe Mutrici. Bonjour. Le directeur des études de BPI France et Ludovic de Sauté, directeur délégué de la Tribune. On va faire un petit tour de table pour commencer. J'ai envie de savoir ce que vous avez pensé de ces presque 2 heures d'interview du Premier ministre hier. Il s'est jeté dans la bataille, corps et âme. Ludovic, on en a beaucoup parlé ensemble la semaine dernière sur cette antenne. Il n'y a pas une journée où François Bayrou ne soit pas présent. C'est un véritable bombing carpet avant le final countdown. Il n'a plus qu'une semaine pour persuader les parlementaires, et notamment les parlementaires socialistes, de trouver un accord autour de cette idée de redressement des comptes publics. Mais pour commencer d'abord, une première réaction, Ludovic, sur... Alors, le commentaire, il est politique et économique. Oui. D'abord, on est très politique depuis le début de la rentrée. On est très, très politique. Un peu ce sentiment de chemin de croix, quand même, qui continue. Oui. Ça, on va pas se cacher, avec des marges de manœuvre de plus en plus restreintes. Pour autant, hier, il y a eu des petits signaux quand même. On les a observés. Je pense quelques inflexions. Quelques inflexions. Notamment, on a senti que sur les 2 jours fériés, il pouvait y avoir de chute. Voilà, donc 2 milliards 1 en moins, puisque chaque jour férié, c'est 2 milliards à peu près, 2 milliards 1 d'économies, tel que l'avait chiffré le gouvernement le 15 juillet dernier. On a senti des petites inflexions sur la fiscalité, sur les plus riches, mais pas grand-chose à la marge dans ce domaine-là. Des signaux politiques vis-à-vis de l'immigration sur le RN. Mais pour autant, honnêtement, on voit que la marge est de plus en plus compliquée. Ce qui est très compliqué finalement, c'est que Bayrou s'est mis dans une seringue. On a l'impression que lui souhaiterait que finalement lundi prochain, ça soit un vote sur le diagnostic. La question, elle n'est plus aujourd'hui sur le diagnostic, elle est sur la méthode. On en parlait tout à l'heure. Et là, maintenant, c'est le concours Lépine des budgets. Allez, on continue le tour de table. Céline, comment vous l'avez trouvé ? Oui, alors je partage ce qui vient d'être dit. Je pense que le problème, en fait, c'est que ça a mal commencé. C'est-à-dire que la manière dont le constat a été fait était sans doute un peu brutale pour une partie des Français, pour une partie des partis politiques. Le constat était brutal. Le constat sur l'état de nos finances publiques. Le constat sur l'état de nos finances publiques. Alors, je pense qu'il y a une partie de vrai dans ce constat. Bon, alors après, je pense qu'il y a eu aussi une dramatisation sans doute excessive. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est de partir de cette dramatisation excessive qui, du coup, a clivé tout le monde et, du coup, le rend moins audible. Et effectivement, les quelques concessions, etc., du coup, sont difficiles à entendre. Et c'est dommage parce que, encore une fois, le constat sur le fait que nos dépenses publiques dérapent, alors on pourrait en analyser la cause, etc., qui n'est pas uniquement due aux crises, qui n'est pas due qu'à la Covid. Il y a vraiment un dérapage structurel. Mais, mais à côté de ça, je pense que c'est dommage parce que si on a cette attitude vis-à-vis des ménages, des entreprises, on risque d'aller vers un blocage du pays avec effectivement des ménages qui n'achètent plus, qui ne consomment plus, des entreprises qui n'investissent plus. Et du coup, je pense que c'est ça un peu le péché originel. On va reparler ensemble. C'est ça qui est un peu exagère finalement un peu François Bayrou ou pas, Léonidas ? Je ne pense pas qu'il exagère sur le constat et le diagnostic de la situation de nos comptes publics. Et de ce point de vue-là, c'est un exercice de pédagogie pour dire à tout le pays, prenez conscience de ce que nous avons comme fossé devant nous. Mais en revanche, je trouve que cet exercice de pédagogie, vous disiez qu'il occupe l'espace médiatique de façon omniprésente. Omniprésent, c'est quotidien. Omniprésente. Mais il pourrait également l'utiliser pour faire le diagnostic de l'origine. Et donc, il en parle, non, quand même. Je ne trouve pas qu'il en parle, parce que, ou alors, en tous les cas, on est en désaccord sur l'origine. Il y a une insuffisante création de richesse dans notre pays et un goût pour le travail qui n'est pas suffisant, un penchant pour le travail qui n'est pas suffisant, et il n'est pas suffisant parce que le travail ne paye pas. Alors ça, on va y revenir. Parce que c'est la solution des jours fériés. C'est un élément important parce que ça engendre des réponses et des remèdes. Et malheureusement, je vois bien une stratégie pédagogique pour dire on est dans une crise terrible, mais je ne vois pas la stratégie du remède. D'accord. Je finis le tour de table. On va revenir sur tous ces sujets. Dramatisation, est-ce qu'on travaille assez ? Philippe Mutrici, quand même. Moi, je voudrais me placer... commentaire sur la prestation de François Bayrou. Sur sa prestation. Moi, je voudrais surtout me placer du point de vue des chefs d'entreprise, qui est de se dire qu'il va falloir apprendre à vivre dans un monde français
et dans un monde en général où l'incertitude règne. Et d'autres pays l'ont déjà fait avant nous en Europe, la Belgique, l'Espagne, on en a souvent parlé. Maintenant, c'est le tour de la France, parce que par rapport à la prestation du Premier ministre, moi, je ne peux rien en dire. Je ne peux pas dire si ça va être efficace ou pas, si à la fin de la semaine ou la semaine prochaine, le gouvernement sera encore là, dans quelles conditions, et encore moins, quelle loi de finances sera adoptée. Et donc, on est à un niveau d'incertitude dont vous avez déjà beaucoup parlé la semaine dernière, sur ce plateau d'ailleurs, qui est très élevé pour les chefs d'entreprise et qui freine l'investissement et l'emploi un petit peu moins, mais on pourrait penser que l'emploi est juste stabilisé, on va dire. Donc, il y a eu des bonnes nouvelles quand même. Il y a eu des bonnes nouvelles, mais on est globalement à une stabilisation de la création d'emplois privés en France, si on prend sur un an. Et donc tout ça, ça pèse sur l'activité. Et alors ce qu'il faut dire aux chefs d'entreprise, c'est de ne pas désespérer et peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à tous ces débats très politiques. Et s'il y a des accords, on voit que ce sera vraiment un marchandage très politicien. Et donc prendre un petit peu de recul et se dire, bon, on est dans un pays où l'incertitude règne, il faut quand même continuer les affaires. Céline Antonin estime que François Bayrou en fait trop, qu'il dramatise la situation sur les finances publiques. Alors, cette dramatisation, elle est pédagogique, ce que disait aussi Léonidas. Mais non, justement, moi je trouve qu'elle est un peu contre-pédagogique. C'est ça la chose. C'est même pas. En fait, le fait qu'il parle de la situation, je pense que la situation est assez grave. Mais je pense qu'on peut le faire d'une autre façon. Et pour le coup, moi j'aurais davantage, si j'avais été à sa place, j'aurais mis effectivement en avant davantage le fait qu'il faut que le pays travaille plus, qu'il faut qu'il produise plus. Et j'aurais mis des choses. Supprimer 2 jours fériés. Oui, mais il l'a fait d'une façon un peu négative. Et il y a des manières. Alors je suis pas communicante, donc j'ai pas forcément des conseils à lui donner, mais il y a des manières de dire les choses qui sont plus positives. Et par exemple, je trouve qu'en France, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand le gâteau se réduit, effectivement, c'est plus compliqué de partager la richesse. Donc, quand même, pour moi, la clé, on peut sortir du débat, même recettes, dépenses, qui est très important, mais je veux dire, il faut aussi produire plus. Et si on produit pas, c'est une énergie intermittente en même temps. Non, mais c'est la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017, depuis 2017. Intermittente. Si vous investissez dans les sources de la croissance, vous avez plus de croissance. Si vous investissez dans le travail, si vous avez plus de progrès techniques, vous avez plus de croissance aussi. Et ça, c'est quand même, on est un peu dépendant. Bien sûr, mais enfin là, on est en bas de certains temps. Si on revient à une crise que l'on connaît, qui est dans notre pays et qui n'est pas décorrélée de la crise budgétaire, on a un travail qui ne produit pas suffisamment. Il y a une sorte de déréliction des Français vis-à-vis du travail. On ne croit plus que le travail va permettre d'accéder à un statut social, à un avenir, à un progrès. Et parallèlement, les revenus du non-travail, eux, continuent d'abonder. Et donc, on a la productivité la plus faible qui soit, on a un absentéisme qui est absolument record, et on dirait que ce sont des sujets différents. C'est pas des sujets différents. Le travail, les gens qui sont au travail, qui considèrent qu'on leur a pris plus de la moitié d'un potentiel revenu et que ce qui leur reste dans leur poche, ça ne vaut rien, ceux-là, lorsqu'on leur dit vous allez donner 2 jours de plus, c'est finalement des cotisations en plus en quelque sorte. Donc il n'y a pas eu une analyse qui a été faite sur cette déconnexion des Français avec le fait que le travail rapporte, et il faut que le travail rapporte plus. Ça, c'est une manière de refaire rentrer de la richesse et éventuellement de changer le mix fiscal, et notamment, et c'est une des propositions du rapport du MEDEF, de mettre un peu de TVA sociale pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés et remettre la machine en route. Je trouve que cette analyse-là, le Premier ministre aurait pu la faire. Ça va être un des grands sujets de l'automne, cette TVA sociale, avec les 80 ans de la sécurité sociale. Il va falloir réfléchir à d'autres moyens de financement. C'est pas un sujet de l'automne. Vous avez raison de dire, on est sur des sujets majeurs. Ça devrait être le sujet d'hier soir. Sur le travail, Philippe Mutrici, est-ce que c'est aux travailleurs de travailler plus ou peut-être finalement aux inactifs et aux catégories d'âge où le taux d'emploi est plus faible? C'est plutôt le taux d'emploi de la France, en fait. Si on regarde les chiffres avec objectivité, sur le temps de travail hebdomadaire ou annuel, les personnes qui sont en travail sont à peu près dans la moyenne européenne malgré les 35 heures. Alors c'était très bien expliqué par votre confrère de l'OFCE la semaine dernière, c'est lié à la comptabilisation du temps partiel. Grosso modo, nos temps partiels travaillent un peu plus que la moyenne européenne et nos temps pleins travaillent un peu moins que la moyenne européenne. L'un dans l'autre, on est à peu près en temps plein, on est quand même à 37 ou 38 heures par semaine, donc on fait des heures supplémentaires. Et il y a les heures supplémentaires qu'il ne faut pas oublier. Non, moi sur ce point-là, donc c'est plutôt l'entrée des jeunes sur le marché du travail qui est trop tardif, et puis les seniors. Et d'ailleurs, dans les dernières annonces de la DARES, on voit que l'emploi des seniors progresse. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va peut-être donner raison. C'est quoi? C'est grâce à l'effet réforme des retraites? C'est ce que j'ai lu. C'est ce qui est suggéré pour le moment, en l'absence d'analyse plus profonde. Mais il y a certainement un effet psychologique déjà sur du retardement de l'âge de départ. Mais je voudrais juste revenir sur un point de Léonidas, sur le constat. Moi, je pense que
le gouvernement dans son ensemble, pas que le Premier ministre, le gouvernement dans son ensemble n'a pas été assez loin dans les racines du mal budgétaire. C'est-à-dire que on est un peu trop sur le commentaire du solde, qu'on compare à la croissance ou qu'on relie au taux d'intérêt, à la confiance des marchés. Mais ça, je dirais, c'est la conséquence. Mais Philippe, on connaît les racines du mal, non? Non. Justement. Mais lesquelles? Avec une politique de l'offre qui a baissé, qui a réduit de 60 milliards les recettes. Donc ça crée un déséquilibre. Non, mais on n'est pas allé assez loin de l'analyse. Je pense que ce niveau de généralité est juste, mais pour les Français, c'est pas suffisant. Mais rentrons dans le détail alors. C'est ça. Qu'est-ce qui a vraiment dérapé? Qu'est-ce qui coûte en France plus cher qu'ailleurs? Et ce benchmark global de toutes les politiques publiques françaises comparées aux autres politiques publiques européennes, malheureusement, de mon point de vue, n'a pas été fait. Et pourtant, on ne manque pas d'excellents chercheurs en matière d'évaluation de politique publique. Mais des études de France Stratégie sur le sujet, enfin on sait l'OCDE. Oui, mais ce n'est pas corrélé, c'est maintenant qu'on devrait se servir de ces éléments. Ça n'est pas repris dans le débat public par la plus haute autorité du pays. Et je pense que quand on parlait de l'exercice tout à l'heure de pédagogie, celui-ci, il n'est pas tout à fait complet, parce qu'au niveau des experts, on les connaît les causes. On les connaît, les économistes les connaissent. Philippe Mutrici, vous êtes gentiment en train de nous expliquer que, en réalité, c'est les dépenses sociales qui doivent être mises sur le débat. 666 milliards, quand on met tout dedans. Affaires sociales. Pas seulement et pas en globalité. C'est essentiellement la santé. On n'en a pas assez parlé, quoi. Oui, sur la santé et la retraite, c'est 2 points de PIB de plus, mais il n'y a pas que ça. Il y a les dépenses de fonctionnement de l'État aussi. Il y a la création, vous en avez parlé aussi récemment, du nombre de fonctionnaires en France. Donc, ce qui était très, je veux dire, habituel dans le débat public à la fin de la première décennie, donc vers les années 2008-2010, dans le débat public, il n'était pas tabou de dire est-ce qu'on a le bon nombre de fonctionnaires pour exercer les missions de service public? Est-ce qu'il faut remplacer tous les fonctionnaires qui partent à la retraite? Ça, on n'en parle plus du tout aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il en a parlé hier, François Bayrou. Un fonctionnaire sur 3 qui part en retraite ne serait pas remplacé. Oui, ça, c'est au niveau de la solution. Mais au niveau du constat, est-ce que ce constat, ça arrive un petit peu brutalement dans le débat? Je pense que dans l'exercice pédagogique, il n'y a pas sur 30 ans ou sur 40 ans quelles sont les causes profondes de la dérive des dépenses. Les dérives, c'est... Juste un commentaire. Ce que dit Philippe là est extrêmement intéressant. Et alors, Bayrou, qui dramatise ce que vous disiez à l'instant, peut-être à l'excès. Après, il fait aussi des erreurs politiques. On l'a vu, il a essayé de rattraper la séquence des boomers, il a rattrapé la séquence des partis politiques qui sont en vacances. Donc, il y a eu aussi des erreurs politiques qui ont été faites ces derniers jours, malheureusement. J'allais dire, ce qui a un peu tué le débat, et qui serait nécessaire et appelé par Philippe, c'est cette année blanche. Moi, je pense que Bayrou est dans le poison de l'année blanche. Pourquoi ? Parce que l'année blanche est vraiment le dispositif minimaliste. C'est-à-dire que, en gros, ça va pas, vous équilibrez pas, vous cherchez pas à piloter, on met juste la défense de côté, vous faites une mesure comme ça à plat, mais sans élan politique, sans diagnostic, sans orientation. Est-ce que c'est pas le contexte, ça, Ludovic? Oui, mais c'est le contexte. Mais c'est un poison. C'est un poison qui est en train de se retourner au plan politique, parce que finalement, ce budget qui est de plus en plus technique, avec des soldes et des balances, il raconte pas grand-chose en plan politique. C'est comme si infiniment... C'est churchillien, c'est de la sueur, du sang et des larmes. C'est comme si infiniment vous discutiez avec votre radiologue de votre radio sans aller chez le médecin. Et là, quelque part, Bayrou se pose en radiologue. C'est-à-dire qu'en permanence, il est en train d'expliquer les choses. Il fait le bilan, mais il fait de la pédagogie. Oui, c'est quand même... Pardon, oui, je voudrais abonder dans ce que vous dites un peu. Il faut trouver des alliés, quand même. Quand on fait de la politique, faut y aller avec des troupes. C'est quoi les troupes qui créent de la richesse? C'est les gens qui travaillent, les gens qui entreprennent. Mais pour avoir avec soi les gens qui travaillent et les gens qui entreprennent, faut dire on va mettre du carburant, on va baisser vos charges, on va regarder les impôts de production, ceux-là on va les alléger, et puis là où il y a trop de dépenses, on va les supprimer. Mais quelque part, il faut faire rentrer davantage d'argent et en faire sortir moins. Mais il n'y a pas le début, le commencement d'une stratégie. Je suis très très gêné parce que je rêverais d'avoir de la stabilité qui soit reconduite et que l'on sorte de ce marasme institutionnel. Mais il faut quand même donner une direction et une méthode. Et à part dire la maison brûle, on est au bord du précipice, finalement, il ne nous dit rien. Et effectivement, les quelques mesures sur lesquelles vous aviez raison de dire, il a donné quelques signaux d'infléchissement, c'est presque de la tambouille politique. On voit bien derrière chaque infléchissement, il y a un partenaire potentiel pour faire une majorité. Mais effectivement, il n'y a pas de cap. Pour quelqu'un qui a fait de la pédagogie, et c'est une richesse de Bayrou, l'un des pivots de sa mission, je pense qu'il devrait mettre à profit les 8 jours qui lui
du reste pour faire une pédagogie de la sortie de crise. Et la sortie de crise, c'est s'appuyer sur ceux qui créent de la richesse, ceux qui travaillent et ceux qui entreprennent. Céline Antonin, est-ce que la pédagogie, c'est pas de dire tout simplement, regardez le constat lucide sur l'état catastrophique de nos finances publiques. On est les derniers de la zone euro, très très loin. Oui. La zone euro a retourné en moyenne à 3% de déficit. Est-ce que c'est pas ça la pédagogie? C'est d'abord de la pédagogie sur le constat et en disant que une fois de temps en temps, il faut quand même faire un effort pour revenir un peu dans le groupe. Et puis après, on pourra une perspective mais je suis d'accord. 2027. On peut dire les choses aux gens, mais je pense qu'il y a des manières de les dire. Et alors, bon, déjà sur l'état catastrophique, je pense que, alors, je vais pas revenir sur le fait qu'effectivement, on a un gros passif, mais il faut aussi regarder l'actif. Il y a beaucoup de choses qui peuvent un peu nuancer ce constat. Mais si on prend le classement tout simplement. Mais je suis d'accord que sur nos déficits, sur notre dette, voilà, évidemment. Mais je pense que, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on n'est pas du tout allé assez loin sur les causes, parce que c'était ça. Quand vous dites une situation, on est arrivé à une situation vraiment insoutenable, il faut en amont expliquer pourquoi, et ça n'a pas été suffisamment. Moi, ça m'intéresse. Donc là, je suis tout à fait d'accord, mais moi je pense que la raison pour laquelle, je crois qu'on les a un peu mentionnées, mais je vais le refaire, mais les raisons pour lesquelles on l'a pas faite, c'est aussi parce que ça nécessiterait une remise en question. Et par exemple, alors nous, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits par l'OFCE qui montraient que effectivement, alors on parle beaucoup des 1000 milliards qui ont été de dettes supplémentaires qui ont été accumulées. Alors en fait, là aussi, c'est pas un chiffre qui est tout à fait juste parce qu'il faudrait raisonner en point de PIB en réalité, parce que vous avez aussi de l'inflation, donc un montant brut ne veut rien dire. Mais si vous regardez l'augmentation effectivement importante de la dette qui a pu avoir lieu, vous voyez qu'en fait, il y a une moitié qui s'explique par la crise, notamment de la Covid, qui nous a coûté quand même très cher, où on a pris beaucoup de mesures structurelles. 260 à 280 milliards d'euros. Oui, mais pas tout à fait la moitié des 1000 milliards. Hein. En fait, quand vous regardez, parce qu'il y a aussi des mesures structurelles qui ont été prises, alors est-ce qu'on les compte comme faisant partie des mesures Covid ou pas? Enfin, il y a tout un débat, mais en fait, nous, alors je vous invite à regarder la publication qu'avait fait l'OFCE sur ce sujet, et donc, il y avait une moitié qui était à peu près attribuable à cette crise, mais le reste, c'était des mesures, donc par exemple gilets jaunes, etc. Il y a eu aussi des mesures qui n'étaient pas financées, qui ont été prises. Et en fait, il faut aussi faire ce constat-là. Il y a eu des choix qui ont été faits sur la suppression de la taxe d'habitation. Enfin, il y a eu plein de choix qui ont été faits et qui expliquent exactement l'énergie, parce qu'après, on a eu la crise énergétique en 2022-2023. Alors après, ils peuvent se justifier en disant il y a eu une situation, etc. Mais c'est vrai que quelque part, moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu ce constat en amont pour nous expliquer pourquoi on en était arrivé là et qu'est-ce qu'il fallait faire pour en sortir. Donc voilà. Mais comme quoi, il y a vraiment un travail de pédagogie qui reste à faire. L'exercice auquel il se livre, qui aujourd'hui vous avez démarré. Je sais qu'il se donne du mal quand même. Oui, il se donne du mal. Vous avez dit que c'était un chemin de croix. C'est vrai que c'est assez douloureux comme moment, mais il devrait vraiment, je pense, le mettre à profit. On dit souvent que la culture économique des Français est assez rudimentaire. C'est l'occasion de remettre quelques grandes masses économiques. Mais ça aurait impliqué de faire son autocritique aussi. Oui, ça amènera. C'est sans doute ça qui a. Ça amènera aussi à faire de l'autocritique, mais. Dans les causes, Philippe Nutrici. Dans les causes, je ne crois pas avoir entendu quelqu'un dire qu'on était du mauvais côté de la courbe de l'affaire. Donc vous savez, la fameuse courbe de l'affaire, qui est la courbe de rendement de l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Alors ça énerve beaucoup de mes confrères économistes parce qu'elle n'est absolument pas fondée par des travaux empiriques. Voilà. Mais elle est juste intuitive. C'est-à-dire que si dessinée sur la nappe d'une table de restaurant. Si on prélève 100%, l'État à zéro aussi, parce que plus personne ne travaille. Donc entre ces deux extrêmes, prélèvement à zéro, prélèvement à 100, il y a un niveau de prélèvement optimal. Bon, on est du côté de la courbe. C'est-à-dire que tous ceux qui disent on ne prélève pas assez aujourd'hui en France, c'est pas vrai. On prélève trop, ou en tout cas, on ne prélève pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'en clair, c'est les entreprises qui sont aujourd'hui, qui portent une charge beaucoup trop importante rapportée à leur dynamisme économique. Ils ont nos salariés. Oui, mais c'est vraiment sur le travail de manière générale. C'est vrai sur le travail de manière générale, mais il faut quand même bien taxer quelqu'un. Moi, je pense que l'entreprise en tant que telle est beaucoup trop taxée. Notamment, on voit les efforts qui ont été faits, vous l'avez mentionné tout à l'heure, par la politique de l'offre depuis 2017, pour ramener le taux d'IS qui était à 33 quand même, 33,5 à 25. Donc c'est pas négligeable. Un début d'allègement des impôts de production, même si le MEDEF nous a rappelé l'année dernière que toutes les promesses n'ont pas été tenues pour des raisons de solde budgétaire excessif. Mais des allègements de charges, 80 milliards d'allègements de charges. Des allègements de charges qui existaient déjà auparavant. Hein. Oui. Donc qui ont été simplement redessinés. Beaucoup augmenté ces dernières années. L'essentiel allègements de charges, c'est les années. Et puis les aides aux entreprises, 211 milliards, nous a dit le rapport sénatorial. Évidemment, en comptant par exemple 40 milliards de prêts de BPI France qui n'ont rien à voir avec des aides aux entreprises. Voilà. Donc ce 212, on ne peut pas le tenir pour argent comptant. C'est pas vrai. Mais en tout cas, tout ça pour dire que si on prélève trop et au mauvais endroit,
une des causes de l'endettement public français, c'est que le système, et vous l'avez mentionné, n'est pas assez dynamique, on ne crée pas assez de richesse. Moi, je pense que c'est le problème essentiel aujourd'hui en France. Je pense que c'est le problème. Oui, tout à fait. Mais c'est la première chose, parce que c'est vrai que, par exemple, on va peut-être revenir à ce que propose le Parti socialiste. C'est pareil, on a l'impression quand même qu'on n'a pas pris en compte le fait que ce qui est important pour pouvoir redistribuer, c'est de produire. C'est d'abord créer. Et je crois que c'est quand même un impensé. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est quand même la base. Donc voilà. Pour redistribuer la richesse, encourager au travail. Il faut la créer. Voilà, non, mais c'est vrai. Non, mais ça paraît stupide. Mais donc investir aussi dans l'innovation, investir dans. Je veux dire, il y a effectivement, en plus, un des problèmes, peut-être, je vais m'arrêter là, mais un des problèmes dans ce qu'a dit aussi François Bayrou, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait que le côté un peu matraque entre guillemets, et qu'il n'a pas tellement parlé du côté investir aussi dans certains domaines, investir dans l'innovation, etc. Il y a quand même des choses aussi à faire pour que le pays aille mieux et voilà, et pour pouvoir créer de la richesse aussi. Donc ça manquait un peu aussi. Il faut leur donner quelques perspectives aux Français. Juste deux chiffres. Le taux de dièse, donc 25% aujourd'hui en France, les Allemands vont le ramener à 15%. Oui. Donc le chancelier Merz a dit hier, pas d'augmentation d'impôts. L'effort qu'on a fait, il est bien, mais il n'est pas suffisant parce qu'on n'est pas tout seul dans le monde. Les autres pays continuent aussi d'agir en faveur de leur écosystème entrepreneurial. Et donc, quand on rattrape un écart qui était excessif, en fait, on se fait doubler par les autres qui continuent d'avancer. Et l'autre chiffre qui viendrait avec ces codes, si on appliquait la fiscalité allemande sur l'industrie française, ça serait 100 milliards de prélèvements en moins sur l'industrie française. Comment voulez-vous réindustrialiser un pays en payant 100 milliards d'impôts sur l'industrie française de plus que les Allemands chaque année? Donc ça, c'est fondamental. Ça devrait être dans la feuille de route, du diagnostic des solutions. Il faut des moyens. Non, mais, on a donné priorité au rétablissement des finances publiques à Ludovic de Sauté. En fait, c'est les échanges là qu'on a, qui sont savoureux à 5, on aurait aimé qu'ils aient lieu hier, franchement, très sincèrement, parce que là, on est au cœur du débat. Après, je reviens sur ce que dit Philippe sur tous ces éléments autour des entreprises. Il y a quand même un poison, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce régime d'incertitude qui est en train de... Moi, il y a quelque chose qui m'a fait mal hier, c'est de voir la une du Wall Street Journal qui a dit « La France est-elle en train de devenir l'Italie ?» Voilà, parce que c'est ça aussi derrière qui est en train de se jouer. L'Italie qui, elle, fait le boulot et se redresse. Mais l'Italie, il y a 10 ans. C'est-à-dire, vous savez, quand on regardait ce pays, tous les 3 mois, le gouvernement sautait et tout ça. C'est-à-dire qu'on est quand même dans cette situation où à la fois le débat est mal posé, il y a des erreurs politiques, on va pas se mentir, je pense qu'on est tous ça. Mais par ailleurs, en plus, il y a un enchaînement qui peut être un enchaînement très fragilise nos institutions. Qui fragilise à la fois nos institutions, mais qui fragilise aussi les entreprises. C'est-à-dire que tous les indicateurs montrent en termes de confiance chez les patrons, chez les chefs d'entreprise, en termes de logique d'investissement, ça freine. Ça freine, la facture, elle va arriver. Quel héroïsme quand même, continuer à être... Et là, François Bayrou fait une énorme erreur. C'est-à-dire, c'est pas une erreur politique, c'est une erreur de gestionnaire. Ce pays a besoin de se projeter, il y a des diagnostics sur lesquels on peut échanger, on peut avoir un débat politique, il y a des fondamentaux sur lesquels on devrait construire des impulsions. On parle plus d'innovation, nos start-up a disparu du langage. Le rapport Draghi est enterré. Enfin, il y a Draghi beaucoup de choses. est enterré, le marché des capitaux, on n'en parle plus. Enfin, il n'y a plus d'impulsion. On a l'impression que, en fait, la solution aujourd'hui, c'est on a un problème de facture d'électricité. Il va falloir passer de 60 watts à 40 watts sur les ampoules et on va gérer le truc. Non, il va falloir peut-être passer à la LED. Il va falloir peut-être faire autre chose. Mais je suis d'autant plus d'accord avec vous que parallèlement, il y a des travaux que le gouvernement a continué à mener. Il y a un projet de décret sur les effets de seuil pour les allègements de cotisations. Et pourquoi est-ce qu'on a fait cela? Parce qu'on sait que c'est des trappes à bas salaire. Oui. On veut enlever les trappes à bas salaire. Et quel est le problème principal des trappes à bas salaire? C'est que le différentiel entre le revenu du non-travail et les bas salaires est tellement fin et mince que ça incite les gens à rester en dehors du travail. On le voit d'ailleurs en particulier dans l'emploi à temps partiel, où les gens restent délibérément au-dessous de 15 heures de travail par semaine pour ne pas perdre toutes les aides qu'ils ont par ailleurs. Et donc, ces mécanismes-là sont étudiés au ministère du Travail et ne sont pas pris en considération par le Premier ministre qui parle de redressement de nos finances. Ça devrait être corrélé. Si on arrive à ramener les gens au travail et à renoncer à leurs aides parce que le travail rémunère davantage, non seulement c'est créateur de richesse, mais en plus c'est des dépenses sociales en moins. Donc là, on a les vases communicants qui commencent à se retoucher. Mais ça, c'est un travail que n'importe quel, j'allais dire, économiste ou chef d'entreprise devrait faire. Bon. On dirait que ça n'a pas atteint le
le sommet de l'État. Mais c'est dommage parce que tous ces travaux sont manifestement menés en parallèle. Bon. Et vous savez, d'ailleurs, on y était ensemble, Raphaël, à la REF. Oui. C'est le sentiment que le monde politique est un peu dépassé par le monde économique. Et c'est pour ça qu'il a fait ce travail excellent. Alors justement, excellente transition pour la seconde partie. On va voir justement, parce que si le plan de Bayrou manquait de perspective, a peut-être dramatisé un peu trop, on va voir ce que propose à la fois le Parti socialiste qui présentait son contre-budget ce week-end, c'était samedi à Blois, avec Olivier Faure, le premier secrétaire, qui réclame Matignon. C'est à notre tour maintenant, dit-il. Le contre-budget du socialiste versus les propositions du MEDEF, en tout cas du Front économique. 35 propositions pour redresser l'économie du pays. On va voir que c'est deux salles, deux ambiances et que les propositions du monde académique et des chefs d'entreprise ne sont pas vraiment celles du Parti socialiste. On se rejoint dans une minute, juste après la coupure pub. Restez avec nous, merci.